La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du monde. Les temps difficiles semblent ne jamais devoir finir. Les capitalistes sont assis sur leurs entrepôts pleins à craquer de choses qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que nous crevons de faim. Ils ferment les usines parce qu'ils ne font pas assez de profit. Comme s'ils n'en avaient pas assez fait comme ça, et maintenant nous voilà sans travail. Je ne supporterai pas ça un jour de plus. Non, plutôt mourir. C'est une existence inhumaine. Ils nous traitent plus mal que des animaux. Et que diable pouvons-nous faire? Nous révolter. Ne vous énervez pas, mes amis. Calmez-vous. Il est certainement nécessaire de changer la société et de la rendre meilleure, mais petit à petit. Petit à petit. Nous ne voulons pas réduire l'exploitation de la classe ouvrière petit à petit. Nous voulons l'abolir. Maintenant. Et pendant ce temps, chez McProfit, Maudite mauvaise nouvelle. Allô, oui, McProfit. J'ai le regret de vous informer que notre plus importante mine de fer est presque vide et qu'il est pratiquement impossible d'en obtenir une autre. Nos compétiteurs les ont toutes achetées. Diable, qu'est-ce qui se passe? Nous en avons assez. Viens ici, salaud. On se coupe la gorge. Vite, appelez-moi la police. Tu ne fais rien pour attendre. Nous reviendrons. Ta police peut tuer des travailleurs, mais elle ne peut pas arrêter toute la classe ouvrière. les travailleurs s'organisent. Ils créent des syndicats et des partis socialistes. Ils affirment que tout dans la société devrait appartenir à tous. Dans une société socialiste, aucun homme n'en exploitera un autre. Et les besoins de tous seront pris en considération. Mais pour que la lutte pour une telle société ait des chances de triompher, les travailleurs de chaque pays ont besoin de support des travailleurs de tous les autres pays. Et c'est ainsi qu'en 1864, Karl Marx participe à la fondation de l'Association internationale des travailleurs. On s'est rendu compte, en effet, que le socialisme ne durerait pas longtemps s'il n'était instauré que dans un seul pays. Les États capitalistes voisins ne permettraient pas ça. Partout, les travailleurs croient que la fin du capitalisme est proche et se préparent pour ce qu'ils croient être le combat final. Mais au même moment, dans le monde entier, les capitalistes et les financiers les plus importants se réunissent en conférence à Paris, Bruxelles, Rome, New York, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Berlin, Londres. Le capitalisme doit être sauvé à n'importe quel prix. Au début, nous les Anglais, nous étions les seuls. Mais maintenant, des compagnies étrangères empêchent notre progrès. Cette situation nous étrangle et j'ai hâte que nous y mettions un terme. Hier, je me promenais dans les quartiers de l'Est de Londres et j'ai assisté à une manifestation de chômeurs. Et j'ai écouté des discours délirants qui n'étaient qu'un seul et même cri. Du pain, toujours plus de pain. Si nous ne remettons pas les usines en marche, les ouvriers vont nous les prendre. Si nous voulons épargner aux 40 millions d'habitants de notre belle Angleterre les horreurs d'une guerre civile, il nous faut trouver de nouveaux territoires où les chômeurs pourraient émigrer et où nous pourrions vendre nos surplus. Tous ces produits que nous ne pouvons plus vendre ici et tous ces ouvriers menaçants. Oui, d'accord, mais qui pense aux matières premières? Bien sûr, il faut repartir les usines, mais nous manquons de matières premières. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le journaliste et explorateur américain Henry Morton Stanley. Bonsoir, messieurs. Je reviens d'un long voyage qui a coûté la vie à des centaines de gens, mais qui a donné de magnifiques résultats. Grâce à ce voyage, j'ai découvert un continent tout entier qui n'attend que les initiatives de l'homme blanc. En Afrique, vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Il y a là des millions de personnes qui se promènent tout nus. Ils n'attendent que de pouvoir acheter les vêtements que vous fabriquez dans vos usines. En Afrique, vous allez pouvoir investir dans les routes, les chemins de fer, les mines.
Et le climat est idéal pour toutes sortes de plantations telles que le caoutchouc, thé, café, cacao, sucre. Et mieux encore, toute la main-d'œuvre est déjà sur place. L'Afrique nous est ouverte. Ce n'est plus qu'une question d'y arriver les premiers. À nouveau, les bateaux quittent l'Europe pour se précipiter sur les richesses de l'Afrique. Des siècles d'exploitation, de commerce d'esclaves et de travaux forcés ont rendu les capitalistes européens riches et puissants. À un point tel qu'ils peuvent maintenant posséder leurs propres armées. Les peuples de l'Afrique se défendent tant qu'ils peuvent. Mais après 400 ans d'esclavage, ils sont divisés et affaiblis. En quelques années, les armées bien équipées de l'Europe font la conquête de l'Afrique. Mais l'étincelle de la résistance n'est pas morte. Les compagnies de différents pays se font une chaude lutte pour obtenir les plus gros morceaux du gâteau. Plus d'une fois, cette compétition entre eux dégénère en guerre ouverte. Mais les relations entre les compagnies doivent demeurer sous contrôle. Alors, les gouvernements de leur pays s'en mêlent. À travers l'Europe, les diplomates se rassemblent et se partagent l'Afrique. Avec une plume et une règle, ils tracent des frontières sur une carte et divisent l'Afrique en colonies. Beaucoup de sang a coulé et beaucoup d'argent a changé de main depuis que le premier capitaliste a vu le jour en Europe. Vous vous rappelez de lui quand on l'a vu arriver avec sa charrette pleine d'épices et de verre qu'il apportait de Venise. Il avait des idées nouvelles. Dans le temps de le dire, sa classe avait dérobé le pouvoir aux anciens seigneurs. À travers ses usines, il se mit à contrôler et à diriger la société. Il devint un industriel. Pour conserver leur pouvoir, les capitalistes ont besoin de toujours plus d'argent pour que leurs usines continuent à se développer. Ainsi, les banques commencent à prendre une réelle force, dangereuse pour les capitalistes de petite et moyenne importance. Plusieurs Wheelerost meurent comme des mouches. Les capitalistes de la finance ne prêtent d'argent qu'aux plus gros et aux plus puissants. Et ce sont eux qui deviennent ainsi les plus puissants capitalistes de toute l'histoire, parce qu'ils règnent à la fois sur les banques et sur les compagnies. Maintenant, nous voici tout près de notre propre siècle. Nous approchons de notre époque à nous. Mais pour bien comprendre ce qu'elle est, notre époque, il faut regarder de plus près les capitalistes de la finance. Pendant que les grandes compagnies se partagent l'Afrique, les capitalistes de la finance, eux, en Europe, s'inquiètent. Crise après crise, ça n'a vraiment pas été facile pendant les 20 dernières années. Peu de compagnies ont survécu. Mais elles sont plus grosses et plus puissantes que jamais. Et puis, qu'est-ce qui provoque les crises? On produit trop et les prix s'effondrent d'une façon catastrophique. Et pourquoi fabrique-t-on plus que ce qu'on peut vendre? À cause de la concurrence, évidemment. Toutes les crises sont provoquées par la concurrence. Et ces crises nous mettent dans un tel pétrin. Il faut faire quelque chose. Sinon, ces crises perpétuelles vont nous mener tout droit à notre perte. Il faut que vous arrêtiez de vous faire concurrence et deveniez des amis. Mais comment pourrais-je coopérer avec les autres alors que je suis si puissant? Ça ne marchera jamais. Et moi, je suis de la race des oiseaux de proie. Comment pourrais-je changer? J'ai besoin de la compétition. Pour les capitalistes, c'est une question de vie ou de mort. Faites ce que je dis, unissez-vous. Sinon, il n'y aura plus d'argent à emprunter ici. Finalement, les grosses compagnies commencent à coopérer. Mais dans leur fort intérieur, elles auraient plutôt envie de s'entre-dévorer. Dans tous les pays capitalistes, les capitalistes de la finance gagnent ainsi de plus en plus de pouvoir. Pour éviter de nouvelles crises, les compagnies sont forcées de s'unir et de s'entraider. Comme on dit, si tu ne peux pas les battre, arrange-toi pour être du même côté qu'eux. Et c'est ce qui se produit. Nous avons formé un cartel. À nous 5, nous produisons tout l'acier dans le pays. Nous avons cessé de nous concurrencer entre nous. Et nous nous sommes entendus pour ne pas produire plus d'acier que nous ne pouvons vendre. Les capitalistes de la finance sont avec nous. Nous formons un trust. Nous avons cessé de nous concurrencer. Nous avons convenu de ne former qu'une seule compagnie. Nous produisons tous les équipements électriques du pays. Tout le monde est obligé de venir acheter chez nous. Nous décidons des prix. Et les capitalistes de la finance sont avec nous. Je suis un monopole. Je ne concurrence personne. Je me suis débarrassé de tous mes compétiteurs. C'est moi qui décide des quantités d'huile qu'il faut pomper et de ce qu'elles vont coûter. Les capitalistes de la finance et moi ne formons plus qu'un.
Voilà ce que j'appelle la vraie amitié. Les nouvelles tactiques des capitalistes de la finance ont du succès. Les usines recommencent à fonctionner, les chômeurs retrouvent des emplois. Et certains obtiennent même de meilleurs salaires. C'est quasiment trop beau pour être vrai. Comment cela se peut-il? Eh bien, c'est très simple. En Afrique, les capitalistes ont trouvé un marché pour tout ce qu'ils ne pouvaient pas vendre chez eux. Le seul ennui, c'est qu'en Afrique, tout le monde est paysan. Tout ce dont ils ont besoin, ils le fabriquent eux-mêmes ou se l'échangent entre eux. Alors les Européens les forcent à utiliser l'argent. Et pour la première fois, ces gens sont obligés de payer des impôts. Voilà! Il faut que tu payes tes impôts! Mais je n'ai pas d'argent. Alors, travaille pour la compagnie. Tu vas en avoir de l'argent. Mais nous travaillons la terre, nous n'avons pas besoin d'argent. Vous travaillez sur ma terre. Je l'ai achetée. Mais vous ne pouvez pas acheter la terre, elle appartient à tout le monde. Tant que vous serez sur ma terre, vous allez payer des impôts. Mais nous n'avons rien pour payer. Alors travaillez pour la compagnie. Ou allez-vous-en. De cette manière, les capitalistes gagnent peu à peu toutes les terres pour leurs plantations et les mines dont ils ont besoin pour se procurer à bon marché les matières premières pour leurs usines. Pour payer les taxes, les gens sont forcés de travailler dans les plantations. C'est tout juste s'il leur reste assez de temps pour cultiver dans les champs ce qu'il leur faut pour se nourrir. Les compagnies investissent beaucoup d'argent dans les routes, les chemins de fer, les usines, les ports et dans de luxueuses demeures. Mais tout cela ne tombe pas du ciel. On a besoin de travailleurs, de beaucoup de travailleurs. Et même si les gens ont toutes les misères du monde à se garder en vie, ils n'en sont pas moins réduits aux travaux forcés. Ouais. Et toi? Et toi? Vous devez travailler pour la compagnie. Mais c'est le temps de la récolte, on ne peut pas. Oh! Bien. Alors vous travaillez, oui ou non? Ainsi, les capitalistes se procurent à bon marché de la main-d'œuvre et des matières premières, sans parler du marché que cela leur ouvre pour les produits qu'ils ne peuvent plus vendre chez eux. L'année dernière, il y a eu une sécheresse. Toute la récolte a été perdue. Nous n'avions plus rien. Nous mangions de l'herbe et des racines. Beaucoup parmi les vieux sont morts de faim et plusieurs parmi nous ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans les montagnes. La compagnie envoya après eux des chiens et des soldats. Ils furent rattrapés et jetés dans une cave, où ils moururent de faim. Notre ville ne pouvait pas produire autant de caoutchouc que la compagnie avait exigé. Pour nous forcer à travailler, ils ont enfermé 50 femmes et 10 enfants dans une maison. Ils les ont gardés jusqu'à la fin des travaux. Ils n'avaient rien à manger, pas même de l'eau à boire. Nous les entendions hurler pendant notre travail. Nous avons travaillé 3 semaines pour récolter tout le caoutchouc que la compagnie voulait. C'était trop tard, ils étaient tous morts. Nous n'avons plus de terre, nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus aucun droit. Nous sommes les esclaves de l'homme blanc, nous ne sommes plus rien. Si les indigènes se révoltent, il faut les exterminer sans aucune hésitation. Moi-même, personnellement, j'en ai tué 150 de mes propres mains. J'ai crucifié encore plus de femmes et d'enfants. J'ai coupé 60 mains et j'ai pendu les corps mutilés sur les murs de la ville. Pendant l'époque où j'étais en fonction, 1500 indigènes furent abattus. Dans une seule plantation. On oblige les Africains à croire qu'ils appartiennent à une race inférieure. Des savants blancs se mettent à affirmer que les Noirs ont des cerveaux plus petits que ceux des Blancs et que par nature, ils sont des êtres mauvais et irresponsables. De cette manière, les exploiteurs ont une belle excuse à leurs crimes et peuvent dormir la conscience en paix. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est enrichir toujours plus leur capitalisme. C'est comme ça qu'il procède, le capitalisme, en volant à tous et à chacun sa dignité humaine, en les rendant dépendants. C'est la seule manière de faire fonctionner les usines d'Europe. Regardons-y de plus près. Qu'est-ce qu'une colonie? Des plantations? Des mines? Les matières premières sont expédiées par bateau. Ici, on construit une capitale. Le gouvernement européen a délégué un gouverneur. Lui et les autres fonctionnaires blancs ont pour tâche de veiller à ce que tout le monde paie les impôts et obéisse aux lois. Dans les bidonvilles s'entassent les chômeurs, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ont été chassés de leurs terres. Certains se trouvent des emplois, garçons de table, débardeurs, balayeurs. Les plus dociles peuvent même devenir policiers ou fonctionnaires. Et les matières premières continuent d'être acheminées vers l'Europe. Et tout comme ils ont gagné l'Afrique, les cartels, les trusts, les monopoles ont conquis
le monde entier. L'impérialisme, c'est comme l'air que nous respirons. Et sans lui, nous sommes morts. Kibuyiga.